Bonjour et d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à exposer l'un de mes objets de recherche qui me fait honneur. Et juste pour commencer, vous prononciez tout à l'heure le nom d'Anne-Marie Moulin, qui sera la prochaine conférencière. Elle était dans mon jury de thèse il y a déjà un certain temps et donc je viendrai l'écouter avec un grand intérêt. Donc, comme je viens de le dire, je suis docteur en philosophie, mais pas médecin. Et depuis maintenant plus de 25 ans, je nourris un vif intérêt effectivement pour l'histoire de la médecine. J'y suis arrivé un peu par accident et en une minute, j'avais commencé à vouloir travailler sur la représentation du monstre en philosophie politique. Et puis on m'a fait comprendre que ça avait été déjà fait, c'était intéressant, mais que ce serait intéressant de rechercher les origines médicales et physiologiques des cas de monstruosité au XVIIIe siècle, parce que c'était la période des Lumières qui m'intéressait, et de cas de monstruosité en cas pathologique, de cas pathologiques en différents cas médicaux. Je suis rentré dans la littérature médicale de ce siècle et je n'en suis jamais ressorti, puisque j'ai vraiment été fasciné. Malgré ma médiocre culture médicale de l'époque, j'ai vraiment fait un voyage extrêmement intéressant qui m'a amené évidemment en amont et en aval de ce qu'on peut appeler la médecine des Lumières. Donc, j'ai fait une thèse, j'ai soutenu une HDR et j'enseigne parallèlement en classe préparatoire en lycée. Mon intérêt pour la philosophie médicale peut de temps en temps servir ses étudiants, mais évidemment, mon centre d'intérêt pour la médecine se concentre dans la recherche, où j'ai publié un certain nombre d'articles et de livres, mais je ne vais pas alourdir le dossier et je vais passer directement à ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, donc la médecine dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et donc un coup d'œil sur l'état de la médecine au XVIIIe siècle. L'expression coup d'œil est une expression qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans la littérature médicale du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Et ce coup d'œil qui me fait penser à un auteur qui est Cabanis, qui avait écrit notamment un coup d'œil sur la médecine. Et je ne me compare pas du tout, rassurez-vous, à Cabanis, bien sûr, mais ce que je propose, c'est de jeter un coup d'œil. Alors, l'étude du corpus médical du XVIIIe siècle offre évidemment de multiples centres d'intérêt qui sont de nature philosophique, historique et scientifique. Et ce corpus médical présente une philosophie médicale qui est à l'œuvre. Et en cherchant à dresser une anthropologie de l'homme malade, ce corpus ne cesse de convoquer des philosophes, depuis Aristote, Descartes, Locke, Condillac, Wolff et bien d'autres. Il renferme une histoire conséquente de la médecine et en remontant aux origines de son art, qui nous amène du côté d'Hippocrate, puis de Galien, puis de Cels, pour élaborer les différentes théories qui le composent. Mais son intérêt historique réside aussi dans la manière dont la médecine s'inscrit dans un contexte politique, juridique et économique en mouvement. Et au sein, bien sûr, de ce corpus, la porte d'entrée et la pierre de Rosette, pour moi, a été l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui, en proposant plusieurs milliers d'articles en médecine, offre évidemment un point de vue privilégié sur l'état des sciences médicales de l'époque. Et c'est donc principalement à partir de cette œuvre que je propose ce coup d'œil. Lorsque l'on s'engage dans la lecture de l'encyclopédie, cela ressemble à un voyage incertain. On sait quand on y entre, on ne sait pas vraiment quand on en sort, tant il apparaît difficile de déambulation en déambulation, d'article en article, de renvoi en renvoi, de savoir quand s'arrêter. Et le principal initiateur et directeur du projet, Diderot pour ne pas le nommer, préconise justement de se promener comme mode de pensée, donc la promenade comme mode de pensée, à l'exemple de son œuvre La promenade du sceptique. Et c'est donc à une sorte de promenade, mais qui reste dans des dimensions raisonnables, que je vous invite ici. Alors, je procéderai par quelques points d'attention qui seront inégalement répartis et qui constituent les axes principaux de ce dont je vais parler. D'abord, bien entendu, rapidement, quelques éléments sur le projet d'une encyclopédie pour en venir aux références médicales de l'encyclopédie, la toile d'araignée médicale de l'encyclopédie, les auteurs des articles portant sur la matière médicale de l'encyclopédie, et puis ce qu'on peut appeler le mécano de l'encyclopédie, et je voudrais prendre l'exemple d'un article, qui est l'article maladie, et de voir comment fonctionne le système de renvoi, et comment d'article en article, on voit différents centres d'attention de l'auteur de l'article, et comment cette question de la maladie est envisagée du point de vue de son histoire, mais bien sûr du point de vue contemporain, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et puis aussi, je voudrais, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, ce sera une option, mais peut-être pourrais-je le faire dans le cadre de l'article que je publierai, c'est-à-dire
je voulais montrer un autre article, qui est l'article dysenterie, qui est très intéressant parce que il montre aussi un état de la connaissance de ce mal endémique au XVIIIe siècle, avec beaucoup de références médicales de l'époque qui sont tout à fait passionnantes. Alors donc, d'abord, quelques éléments sur le projet d'une encyclopédie. Alors, sans doute connaissez-vous déjà l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et je ne vous ferai pas le déshonneur de vous faire un cours dessus, mais je voudrais juste rappeler quelques éléments comme un effet de zoom pour rentrer peu à peu dans la médecine elle-même. Et donc, je commencerai par rappeler brièvement le projet de la philosophie de l'encyclopédie. Et c'est un manifeste célébrant les progrès de l'esprit humain sous la forme d'un enchaînement de connaissances. Et le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux et que nous ne mourrions pas sans avoir bien mérité du genre humain. Tels sont les mots que Diderot, au début de l'article Encyclopédie, projet qui s'étend sur quelques 30 années, depuis le prospectus de l'encyclopédie en 1750, puis le premier volume en 1751, et puis on a la parution des 16 autres volumes jusqu'en 1772, ainsi que les volumes de planches. Et c'est ainsi que Diderot propose ce projet et le réexpose dans le cadre de l'article Encyclopédie. Voici quelques rappels sur cette aventure de quelques 25 années, de 1748 jusqu'à 1770. L'encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers pour une société de gens de lettres, ce sont 17 volumes de texte, 11 planches, 72 000 articles, plus de 140 contributeurs. C'est une véritable entreprise, c'est une sorte d'usine de cette encyclopédie. Et la modernité de cette entreprise, de cette production, réside dans de nombreux aspects qu'il serait bien sûr trop long de développer ici. Je ne mentionnerai que deux. D'abord, l'encyclopédie relève d'un auteur multiple. C'est un ouvrage collectif, alors que les dictionnaires et les encyclopédies antécédents relevaient généralement d'un seul auteur. Et la systématisation du système de renvoi d'articles à d'autres articles occasionne une authentique liberté de circulation du lecteur en son sein. Le lecteur, en quelque sorte, façonne à sa guise l'organisation des savoirs dans son propre parcours. Il peut décider de sa propre encyclopédie au sein de cette encyclopédie. Alors, un ouvrage qui traite spécifiquement, alors, je vais venir maintenant plutôt à la question de la médecine et évoquer aussi le fait que il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur l'encyclopédie, mais je voudrais aller assez vite dans la partie qui concerne la médecine. Mais je voudrais quand même rappeler une bibliographie importante qui fait que cette encyclopédie a généré des centres de recherche partout et que l'un des initiateurs d'une renaissance de l'encyclopédie au XXe siècle a été Jacques Proust dans son fameux livre Diderot et l'encyclopédie. Et puis, on a eu un certain nombre d'ouvrages aussi, notamment des ouvrages qui mentionnent la médecine dans l'encyclopédie, et c'est là que je vais en venir, bien évidemment. Je mentionnerai par exemple Dominique Bourry, qui avait écrit un ouvrage sur la philosophie médicale de Théophile de Bordeaux, qui est paru en 2003. Bien sûr, on ne peut pas ne pas mentionner Mirko Drazen-Grmek, qui, dans son histoire, ne serait-ce que dans son histoire de la pensée médicale en Occident, dans le deuxième volume, il y a de grandes références, notamment à l'encyclopédie. On a aussi un auteur qui s'appelle Jean Eschler, qui a écrit l'encyclopédie de Diderot et de Jaucourt. Et je parlerai tout à l'heure de Jaucourt parce que sa contribution à la partie médicale est extrêmement importante, qui est un ouvrage qui date de 1995, ou encore Claire Salomon-Baillet, l'Institution de la science et l'expérience du vivant, méthode et expérience à l'Académie royale des sciences de 1666 à 1793, qui est paru en 1978, qui tous mentionnent de manière très, très récurrente et approfondie l'encyclopédie. Et puis, spécifiquement sur quelqu'un qui s'est intéressé à collecter, à mener une enquête sur les auteurs de médecine dans l'encyclopédie, on a un ouvrage qui est un peu passé sous silence, qui n'a pas été réédité, mais qui m'a servi notamment de base de travail, de référence pour mon propre ouvrage sur la médecine de l'encyclopédie, de Henri Zeiler, paru en 1934, les collaborateurs médicaux de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui était en fait sa thèse de doctorat. Alors cet ouvrage est assez incomplet par rapport à ce qui s'est fait après, mais il a le mérite d'exister
et d'avoir ouvert une recherche sur cette dimension. Alors j'en viens maintenant évidemment aux références médicales de l'encyclopédie, et je ne pourrais ici qu'exposer en un procédé qui restera certes liminaire, la recherche référentielle que constitue la médecine en termes d'ouvrages de toutes sortes, hein, pour le volet médical de l'encyclopédie. Bien entendu, faut-il commencer par celui qui est traditionnellement considéré comme le père de la médecine, du moins de la médecine occidentale, Hippocrate, ou l'étoile polaire de la médecine, comme justement les auteurs qui ont consacré les articles à Hippocrate dans l'encyclopédie le nomment, une référence qui surplombe l'ensemble du dictionnaire et son spectre imprègne quantité d'articles. Des articles génériques, comme par exemple l'article médecin et médecine, mais aussi des articles liés à différentes sortes de fièvres, des affections et la manière d'en venir à bout. On peut noter évidemment que, comme autre auteur, mais qui a une place de seconde place, qui est quand même une place très importante, mais il y a un choix entre les deux, c'est Galien. Galien qui occupe le second rôle en quelque sorte, et qui est bien présent avec évidemment l'article galénisme, tout comme figure également l'article hippocratisme. Notons d'ailleurs qu'il n'y a pas d'article consacré à des noms propres, c'est peut-être pu le remarquer. Ce sont toujours des articles qui renvoient au système de pensée qui se réfère aux auteurs en question. C'est pour ça qu'on ne trouvera pas Hippocrate comme article, mais hippocratisme. Et bien entendu, dans les articles, les noms propres circulent généreusement, et on va retrouver, je ne me suis pas amusé à faire les occurrences d'Hippocrate dans l'encyclopédie, mais il faudrait un sérieux temps pour le faire. Parmi les références médicales environnantes de l'encyclopédie, on ne peut pas ne pas mentionner l'importance de sources, si vous voulez, significatives pour les auteurs, dont je donnerai juste ici quelques exemples, comme les feuilles de santé, le journal de consultation sous la direction de Chambon de Montaut, ou le journal de chirurgie sous la direction de Desaut, ou encore observations et recherches des médecins de Londres ou sur les objets les plus importants de médecine et chirurgie, avec Collet-Bert Morel, les recueils d'observation de médecine des hôpitaux militaires de Richard de Hautezire, le journal de santé et d'histoire naturelle, contenant les travaux et les mémoires de la Société d'histoire naturelle et des deux sociétés de santé de Bordeaux. C'est juste quelques exemples, hein, mais qui servent notamment d'outils et de base. Il convient aussi de mentionner, en termes de dictionnaire et ouvrages se rapprochant, en tant que forme en tout cas, et projet un petit peu du format de l'encyclopédie, les références suivantes, la fameuse Cyclopedia or Universal Dictionary of Arts and Sciences de Ephraim Chambers, 1728, qui a été le projet d'ailleurs de Diderot, c'était de traduire en français la Cyclopédia. Et puis finalement, cette Cyclopédia qui contenait des volumes très modestes et a pris une dimension qui a totalement dépassé le projet initial et qui est devenue l'œuvre que l'on sait. Et puis évidemment, il y a un autre ouvrage qui est important à prendre en compte, alors parmi les autres ouvrages justement importants, c'est les dictionnaires. On a aussi l'histoire de la médecine, où l'on voit les progrès de cet art depuis Galien jusqu'au commencement du XVIe siècle par rapport principalement à la pratique, écrit en forme de discours de John Frein, une histoire de la médecine dans laquelle les auteurs de l'encyclopédie ont puisé. Et puis l'histoire de la médecine, où l'on voit l'origine et les progrès de cet art, de siècle en siècle, les sectes qui s'y sont formées, les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions et les circonstances les plus remarquables de leur vie, de Daniel Leclerc en 1696. On doit aussi prendre en compte d'autres sources fécondes, autant de laboratoires d'investigation et de lieux d'hypothèse, l'histoire et les mémoires de l'Académie royale des sciences de 1699 à 1786, avec 86 relations de cas essentiellement d'anatomie et de chirurgie recensées entre ces deux dates, et puis le dictionnaire Écuy. J'en viens à une source qui est encore plus importante à mes yeux, mais pas à mes seuls yeux d'ailleurs, c'est le dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanie, d'anatomie, de pharmacie, d'histoire naturelle de Robert James, paru en 1748. Ce dernier document mérite sans doute une attention un peu plus particulière dans ses liens avec ce qui va lui succéder quelques 3 ans plus tard, avec un passeur entre ces deux expériences, qui n'est rien moins que Diderot lui-même. Donc Diderot, pour gagner un peu sa vie quand il était jeune, faisait des traductions de textes anglais en français, et il s'est donc attaqué au dictionnaire universel de médecine de Robert James. C'est Busson, qui est docteur régent de la faculté de médecine de Paris et premier médecin de la comtesse d'Artois, qui a revu, corrigé et augmenté la traduction de l'ouvrage de James avec le projet de lancer en France un ouvrage de référence, un dictionnaire médical caractérisé par une grande richesse nosologique. Diderot, donc, comme je le disais, a joué un rôle majeur
dans cette entreprise, Busson voulait une nouvelle somme médicale. Et dans la dynamique de ce projet, Diderot pose les jalons, indiscutablement, qui serviront à l'acquisition des multiples techniques nécessaires à la constitution d'une encyclopédie. Comme l'histoire le montrera d'ailleurs, le traducteur fut promu, donc Diderot, à une célébrité à laquelle Robert James, lui, a quelque peu échappé. Il n'avait publié qu'un travail sur la rage et reçu, lit-on dans les notices le concernant, un doctorat de médecine à Cambridge dans des conditions un peu particulières. Je n'ai jamais réussi à savoir ce qu'étaient ces conditions un peu particulières, mais le pauvre James est passé un peu sous silence, derrière les feux des projecteurs, des initiateurs du projet encyclopédiste. Diderot, mais aussi, il faut noter qu'il y avait Marc-Antoine Haïdous et François-Vincent Toussaint, qui ont été des rédacteurs aussi, notamment de plusieurs articles de médecine de l'encyclopédie. Alors, il reste encore malaisé de connaître avec exactitude quelle répartition s'est réellement établie entre les trois traducteurs, mais ce qui est certain, c'est que tout ce travail n'a pas été oublié dans le volet médical de l'encyclopédie, où certains articles, si j'ai le temps, je le montrerai, recopient presque mot pour mot ceux de l'ouvrage de James. Le fait de copier des articles n'attirait pas forcément des procès au XVIIIe siècle, le copier-coller existait, et c'était une tradition. Alors, parfois, on citait l'éditeur pour copier, parfois, on ne le faisait pas. Et Diderot, qui avait autant de vertus que de vices, pouvait tout à fait recopier des articles en changeant des mots qui défiguraient les articles et qui donnaient un tout autre sens, les quelques mots fatals qu'il ne fallait pas changer. Mais il était assez coutumier de ce genre d'entreprise. Alors, j'en viens maintenant à la toile d'araignée médicale de l'encyclopédie, et je commencerai par une référence centrale pour évoquer, dès le discours préliminaire, les grandes divisions qui président à l'organisation de la médecine, qui va être reproduite en quelque sorte dans l'encyclopédie. Il s'agit du médecin de Leyde, Hermann Boerhaave, ainsi la médecine, suivant la division de Boerhaave, où s'occupe de l'économie du corps humain et raisonne son anatomie, d'où naît la physiologie, où s'occupe de la manière de le garantir des maladies et s'appelle hygiène, où considère le corps malade et traite des causes, des différences et des symptômes des maladies et s'appelle pathologie, où a pour objet les signes de la vie, de la santé et des maladies, leur diagnostic et pronostic et prend le nom de sémiotique ou sémiotique, où enseigne l'art de guérir et se sous-divise en diète, pharmacie et chirurgie, les trois branches de la thérapeutique. Notons que ce qui est intéressant dans cette division, c'est que l'encyclopédie ne va pas jouer la partition qui existe encore dans de nombreux, y compris à Paris d'ailleurs, entre les chirurgiens et les médecins, en disant il y a les chirurgiens d'un côté et les médecins de l'autre. Et dans l'encyclopédie, le choix va être d'intégrer pleinement la chirurgie dans le volet médical, et avec des textes, Diderot d'ailleurs prendra parti. Pas nécessairement explicitement dans l'encyclopédie, mais dans certains autres textes qu'il écrit, il prendra parti pour dénoncer l'absurdité qu'il trouve de la division qui existe et qui oppose les médecins et les chirurgiens. Alors donc, j'en viens maintenant au recensement estimatif. Deux choses, les deux tableaux que je vous pose rapidement, deux tableaux que j'avais faits, le recensement estimatif de la littérature médicale du XVIIIe siècle en 7 divisions, qui constitue le background, si vous voulez, de l'encyclopédie, et puis un tableau qui propose un aperçu des principales divisions de la médecine au sein de l'encyclopédie. Alors, concernant ce tableau, je crois qu'il est juste un petit peu, voilà, c'est ça, c'est ces deux tableaux-là, exactement. Alors, concernant la pathologie, évidemment, cette collection, il faut la prendre avec prudence, on est à quelques ouvrages près, voilà, les recherches continuent. 595 livres en pathologie, dont 57 sur la peste, 54 sur les fièvres, 44 sur les maladies vénériennes, 22 sur les maladies particulières. En thérapeutique, on a 287 livres, dont 94 sur la petite vérole et l'inoculation, qui occupent beaucoup de place au XVIIIe siècle, 94 sur les remèdes spécifiques et universels, 34 sur les pharmacopées. En chirurgie, on a 232 ouvrages, dont 45 d'obstétrique, 45 de chirurgie traumatique et 50 sur l'opération de la taille. En physiologie, ce sont 169 livres très diversifiés, depuis la digestion, 17, jusque les questions de sensibilité et d'irritabilité, 10, ou encore la mort et la vie, 23. En médecine générale, 137 livres qui exposent aussi bien les querelles de médecins et chirurgiens, 21, que dénonçant les erreurs du vulgaire, 3, ou celles des charlatans, 3. Et en fait, les charlatans, on en parle beaucoup dans tous les ouvrages, donc il y a des ouvrages spécifiquement consacrés, si vous voulez,
qui portent spécifiquement sur les charlatans, mais par exemple dans l'encyclopédie, on a un article charlatan, et dans beaucoup d'articles, on cherche à distinguer le médecin du charlatan. Et puis on a donc concernant l'anatomie 113 ouvrages, dont 16 sur l'ostéologie et 14 sur, par exemple, l'organe de la génération, mais aussi les hermaphrodites. Et puis l'hygiène, 98 livres, qui évoquent les régimes de santé, 16, et surtout les problèmes de santé publique, 26, ou encore les insuffisances de l'enseignement pratique. Donc ça, c'est l'ensemble des préoccupations, si vous voulez, qu'on peut retrouver dans tout ce recensement, qui certes connaît encore un caractère relativement approximatif, hein, bien sûr. Et alors, concernant le tableau proposant un aperçu des principales divisions de la médecine au sein de l'encyclopédie, c'est-à-dire qui vont constituer les rubriques principales, si vous voulez, on a les articles directement de médecine, explicitement centrés sur la médecine, avec anatomie et anatomie comparée, chirurgie et chirurgie ancienne, diète, gymnastique médicinale, matière médicale et matière médicale ancienne, médecine et médecine ancienne, économie animale, pathologie, pharmacopée et pharmacie ancienne, physiologie et sémiotique. Notons que ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de ces rubriques, l'histoire de la médecine va occuper une place absolument considérable. Hein, y compris même les articles qui ne mentionnent pas directement histoire, vont quand même faire intervenir une histoire des concepts et une histoire des pratiques, une histoire des médecins, etc., etc. Et puis on a des articles qui ne portent pas directement sur la médecine, mais qui font intervenir assez vite des références médicales au sein de ces articles, comme la chimie, la cuisine, l'histoire naturelle, la maréchalerie, parce que en fait, qu'est-ce que nous avons dans la maréchalerie? Tout un ensemble d'articles de médecine vétérinaire, et puis l'ordre encyclopédique, optique ou encore physique. Alors donc, j'en viens maintenant à ouvrir un petit peu la galerie, si vous voulez, de portraits des auteurs les plus connus de l'encyclopédie, sachant que plus un auteur écrit d'articles, plus il va faire écrire autour de lui, il va constituer des cabinets et il va embaucher un certain nombre de personnes pour écrire pour lui, il va revoir les articles. C'est vraiment des mini-entreprises au sein de la grande entreprise de l'encyclopédie, sauf pour les auteurs qui écrivent 1 ou 2 articles. Alors donc, je procède à cette liste selon un ordre alphabétique, hein, en commençant par Arnulf Domon, donc 1720-1800, qui est professeur à la faculté de médecine de Valence, en Dauphiné, et auteur notamment d'un mémoire sur une nouvelle manière d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes et autres. Souvent, d'ailleurs, les auteurs acceptent de faire des articles parce que ça permet de renvoyer à leur propre production et de faire, sans le dire vulgairement, un peu de publicité pour eux, pour dire, voilà, j'ai des spécialités et vous pouvez consulter cela. Ensuite, on a, ça nous amène du côté de l'école de Montpellier, Paul-Joseph Barthez, 1734-1806, qui occupe la chaire de médecine de la faculté de Montpellier en 1763, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages, dont les nouveaux éléments de la science de l'homme. Et il est l'un des porte-drapeaux, si vous voulez, d'un courant médical extrêmement important au sein de l'encyclopédie, qui est le courant vitaliste, hein, qui sera vraiment mis à contribution de manière extrêmement importante et qui va vraiment influencer la philosophie médicale, s'il en est une, de Diderot. Ensuite, on ne sort pas des vitalistes et on ne sort pas de Montpellier, puisque nous avons Théophile de Bordeu, donc c'est une famille de médecins, les Bordeu, hein, et 1722-1776, professeur d'anatomie et de médecine à la faculté de médecine de Montpellier, inspecteur des eaux minérales de la généralité d'Auch et de Pau, d'où le fait qu'il va écrire beaucoup de textes sur les eaux minérales. Et puis, c'était vraiment aussi un grand sujet d'intérêt au XVIIIe siècle. Puis, correspondant de l'Académie royale des sciences, auteur de nombreux ouvrages, dont Recherche anatomique sur la position des glandes et sur leur action, en 1751, Recherche sur le pouls par rapport aux crises, 1756, Recherche sur quelques points d'histoire de la médecine qui peuvent avoir rapport à l'arrêt de la Grande Chambre du Parlement de Paris concernant l'inoculation et qui paraissent favorables à la tolérance de cette opération. Toute la thèse est inscrite dans le titre, 1764. Si on veut avoir un aperçu d'une histoire des écoles médicales en accéléré, ce livre offre un panorama intéressant, mais il cherche à montrer que toutes les écoles médicales, en fait, sans le savoir, étaient pour l'inoculation, ce qui peut être un petit peu poussé quand même, mais c'est néanmoins un texte intéressant. Puis il est l'auteur d'un article, un seul article dans l'encyclopédie, mais qui est vraiment un article passionnant, qui est l'article Crise, où il reprend notamment la doctrine hippocratique, la doctrine des crises de l'Antiquité, mais où il va l'interroger et il va poser la question, a-t-on véritablement besoin de cette doctrine dans les années 1760 1750-1760, et avec des réflexions de fond qui sont vraiment intéressantes. Ensuite, nous avons Henri-Nicolas Bouillet, 1729-1790,
docteur en médecine à la faculté de Montpellier, auteur d'un mémoire sur l'hydropiesie de poitrine, paru en 1758. Et puis, il a écrit aussi sur les péripneumonies épidémiques dans les diocèses de Narbonne et de Béziers, puisque beaucoup de médecins se livraient à des travaux d'enquête et cherchaient à savoir pourquoi une maladie, tout d'un coup, va se propager dans telle localité, dans tel endroit, et mener des enquêtes réellement sur ce point. Et puis, on a Claude Bourgelat, 1712-1779, qui est pionnier de l'hypiatrie, fondateur de l'école vétérinaire de Lyon en 1762 et puis d'Alfort en 1766. Donc, il est vraiment le premier grand spécialiste qui a donné un nom à la médecine vétérinaire, même si on soignait les bêtes bien avant, et surtout les chevaux, mais qui a vraiment institué deux écoles vétérinaires en écrivant des textes en disant « Attention, les vétérinaires sont des médecins, ils doivent être considérés comme des médecins, ils ne doivent pas être rabaissés à un rang inférieur par les médecins qui soignent les hommes, et en même temps montrant l'intérêt fondamental de bien soigner les chevaux, parce que les chevaux malades, c'est une économie malade. Donc, il y a aussi un intérêt économique, si vous voulez, dans tous les sens du terme. Voilà. Et donc, Bourgelat a écrit L'art vétérinaire aux médecines des animaux en 1767, essai sur les haras ou examen méthodique des moyens propres pour établir, diriger et faire prospérer les haras, ça c'est en 1769, ou encore un précis anatomique du corps du cheval en 1766, et puis les règlements pour les écoles royales vétérinaires de France en 1777, où il structure les écoles vétérinaires comme des hôpitaux, avec des gradations, comme les infirmiers, les médecins, etc. etc. On a ensuite Nicolas Durival, 1713-1795, qui est l'auteur de l'article infirmier, mais qui n'a jamais lui-même épousé une carrière de médecin. Voilà, parmi tous ces auteurs, tous ceux que j'ai cités jusque-là étaient médecins de formation et on exerçait la médecine d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le cas de Durival. En revanche, c'est le cas de Henri Fouquet, médecin militaire, qui occupe la chaire de clinique interne à Montpellier de 1794 à 1803 et qui est notamment auteur d'un discours sur la clinique en l'an 11, soit en 1802. Et puis, la médecine militaire aussi, donc, qui est aussi mise à contribution. Et puis, on a le fameux Louis de Jaucourt, membre de la Royal Society de Londres en 1756, membre des académies de Berlin, de Stockholm, de Bordeaux, auteur d'une vie de Leibniz en 1756. Et Jaucourt est un auteur extrêmement intéressant parce qu'il a écrit 17 000 articles dans l'encyclopédie. À partir du volume 3, il sauve l'encyclopédie. Si vous retirez Jaucourt, vous retirez une grande partie des articles. Et qui lit l'encyclopédie finira fatalement un jour par tomber sur le nom de Jaucourt, notamment parce qu'elle a écrit autour de 4 000 à 5 000 articles de médecine, donc beaucoup. En plus, elle a réécrit les articles d'autres auteurs où elle les a finis. Donc, c'est véritablement le second de Diderot. C'est Diderot qui est sous les projecteurs, mais c'est Jaucourt qui est un des grands artificiers de l'encyclopédie, avec une culture éclectique, puisqu'elle écrit sur la médecine, sur l'art, sur la politique, sur la géographie, etc., etc. Mais vraiment, les articles de médecine sont très importants. D'ailleurs, petite anecdote, Jaucourt a assisté au cours de Borrell, il était étudiant à Leyde, et enchanté et passionné par ses enseignements, il y trouve sa vocation et dit « il faut que je devienne médecin ou que je travaille sur la médecine ». Il n'est jamais devenu médecin, mais il projette d'écrire, en ayant amassé une multitude de notes, une sorte de dictionnaire de médecine, véritablement complet. Malheureusement, ce dictionnaire va sombrer dans un navire, et donc l'ensemble des feuilles vont disparaître dans l'eau, et le projet de Jaucourt tombera à l'eau, en quelque sorte. Mais néanmoins, il est clair qu'il avait des notes de côté, et qu'il s'en est évidemment servi pour le volet médical de l'encyclopédie. Ensuite, pour continuer cette liste, nous avons Louis-Anne Lavirotte, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, traducteur de nombreux textes de médecine de médecins anglais et auteur d'une observation sur une hydrophobie spontanée suivie de la rage. Ensuite, nous avons Antoine Louis, donc un nom très connu, sociétaire et membre de l'Académie royale de chirurgie, chirurgien, connu pour avoir quand même contribué au perfectionnement d'une certaine machine qui s'appelle la guillotine, avec le docteur Guillotin, et qui est consultant des armées du roi, auteur de nombreux ouvrages, dont les cours de chirurgie pratique sur les plaies d'armes à feu en 1746, les observations et les remarques sur les effets du virus cancéreux et sur les tentatives qu'on peut faire pour découvrir un remède spécifique contre ce vice, paru en 1748, et puis d'autres ouvrages encore, notamment dans l'histoire de l'Académie royale de chirurgie, depuis son établissement jusqu'en 1743. Ensuite, continuons cette liste alphabétique. Paul-Jacques Malouin, 1700 à 1778, médecin ordinaire de la Reine, censeur royal de l'Académie des sciences, et auteur de nombreux travaux et d'articles sur la chimie,
également auteur d'un traité de chimie, de pharmacopée chimique en 1750. Et puis on revient au vitaliste de Montpellier, avec un auteur très important, qui est Jean-Jacques Ménuret de Chambaud, 1733-1815, qui a apporté une contribution importante donc, dans le domaine de la physiologie et, on pourrait dire, de l'anthropologie médicale, médecin qui joue en son temps un certain rôle politique, puisqu'elle a été maire de Montélimar de 1781 à 1784, et auteur notamment d'un essai sur les moyens de former de bons médecins, sur les obligations réciproques des médecins et de la société, 1791. Ensuite, plus discret, Antoine Pachenier, mort en 1761, qui a écrit l'article Goutte dans l'encyclopédie. Il semblerait qu'il n'ait écrit que cet article-là. Antoine Petit, 1722-1794, membre de l'Académie royale des sciences, inspecteur des hôpitaux militaires du royaume, chaire d'anatomie et de chirurgie au Jardin du Roi, et qui a écrit des ouvrages de chirurgie comme le discours sur la chirurgie en 1757, consultation en faveur des naissances tardives en 1764, et puis premier et second rapport en faveur de l'inoculation, 1766. Ensuite, Sanchez, auteur de l'article Vérone, grosse Vérone, sur lequel on a très peu d'informations concernant cet auteur. L'auteur, l'historien de la médecine Léniel Lavastine, écrit à son propos qu'il défendit l'hypothèse de la syphilis larvée avec d'autres médecins comme Franco, Fabre, Cullen et Astruc. Nous avons Pierre Tarin, 1735-1761, spécialiste d'anatomie, auteur de nombreux ouvrages, dont Anthropotomie ou l'art de disséquer en 1750, ou Observation de médecine et de chirurgie en 1758. Et puis on va du côté de la Suisse avec Théodore Tronchin, 1709-1781, qui occupe la chaire de médecine et de chirurgie de Genève, pionnier de l'inoculation de la petite vérole, et auteur notamment d'un traité intitulé De Colica Pictorum, Genève 1757, et puis évidemment auteur de l'article Inoculation de l'encyclopédie, qui est en partie, mais il l'assume parfaitement, un copier-coller du discours prononcé par Lacondamine dans l'Académie royale des sciences, qui est le plaidoyer de Lacondamine en faveur de l'inoculation, que Tronchin va reprendre en fait dans cet article, qui est un très bel article, qui est vraiment très, très instructif sur l'état des débats et des querelles de l'époque sur cette forme archaïque de vaccination. Ensuite, on a Urbain de Vandenesse, mort en 1753, qui participe aux 2 premiers volumes de l'encyclopédie. Gabriel François Venel, 1723-1775, qui enseigne la médecine à Montpellier, qui est disciple de Rouelle, auprès duquel il acquiert les bases de la chimie et qui mène un travail d'analyse des eaux minérales et auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Analyse chimique des eaux de Passy en 1757, ou encore un mémoire sur l'analyse des eaux de Seltzer, de Sels, et la majorité des articles de chimie de l'encyclopédie qui sont de Venel. Et j'avais un peu travaillé sur les nombreuses mentions de la médecine dans les articles de chimie et l'aller-retour, si vous voulez, nombreuses mentions de la chimie dans les articles de médecine de l'encyclopédie. Enfin, même s'il n'a pas été un contributeur significatif à la littérature médicale de l'encyclopédie, on ne peut pas quand même ne pas en parler. Il convient de noter que Diderot lui-même s'est chargé des articles Hôtel-Dieu et puis sans doute Hôpital, article qui dresse un portrait des hôpitaux de l'époque, dont l'extrait suivant donne le ton. Je ne vais pas vous lire tous les extraits pour passer à d'autres choix, mais ça vaut la peine parce que l'Hôtel-Dieu fait l'objet de débats extrêmement virulents et il y a eu des projets de réforme de l'Hôtel-Dieu d'ailleurs qui n'ont accouché de rien à la fin du XVIIIe siècle, dirigés par Tenon, auquel participaient Condorcet et bien d'autres. Mais voilà, il dresse un article intéressant où il explique que l'Hôtel-Dieu est un lieu où l'on rassemble des malades de toute espèce, où l'on en entasse souvent 3, 4, 5 et 6 dans un même lit, les vivants à côté des moribonds et des morts, l'air infecté des exhalaisons de cette multitude de corps malsains, portant des uns aux autres les germes pestilentiels de leurs infirmités, et le spectacle de la douleur et de l'agonie de tous côtés offert et reçu. Voilà l'Hôtel-Dieu. Donc l'article de Diderot est sans appel, même si il se livre aussi à une description de l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Mais Diderot n'écrit jamais un article totalement objectif. Quand il écrit un article, il va d'un jugement qu'il va porter sur cet article, et on va voir la patte de Diderot apparaître de manière assez forte. Mais en revanche, si Diderot a très peu écrit sur la médecine dans l'encyclopédie, il a écrit sur la médecine ailleurs. Et ses références à sa culture médicale apparaissent dans de nombreux ouvrages, comme les pensées sur l'interprétation de la nature, ou le célèbre Rêve de d'Alembert, où il reproduit, en la romantisant en quelque sorte, la physiologie de Bordeaux. Alors, j'en viens maintenant au mécano de l'encyclopédie. Je crois qu'il me reste à peu près 10-15 minutes, c'est ça
20 minutes. Ah ben ça va, c'est une bonne nouvelle. 25. 25. Ah mais c'est fantastique, c'est Il n'y fantastique. a plus que 27 minutes. Oui, mais je dirais il y a encore 25 minutes, je vois le côté plein du verre. Alors donc, voilà, le mécanisme de l'encyclopédie, donc un exemple de mécanisme de renvoi avec l'article maladie. Donc, bien sûr, avant l'encyclopédie, d'autres dictionnaires avaient mis en place un système de renvoi, et la Cyclopédia de Chambers, déjà, met en place ce système. Donc, il serait malhonnête de dire que Diderot, d'Alembert et les initiateurs de l'encyclopédie ont inventé le système des renvois, mais ils en ont fait une machine dynamique et surtout une machine extrêmement développée par rapport à ce que c'était dans la Cyclopédia. Donc, un système qui fut lui-même donc systématisé, et on va retrouver dans les productions ultérieures, les encyclopédies ultérieures à l'encyclopédie de Diderot, ce mécanisme des renvois jusqu'à nos jours, et jusqu'à nos jours, avec justement de nos jours, l'informatisation, qui est une déclinaison des renvois, qui n'aurait certainement pas déplu à Diderot et d'Alembert, qui auraient beaucoup aimé se servir de ce système, de pouvoir cliquer pour aller d'un article à un autre. Je pense qu'ils auraient beaucoup apprécié cela. Mais ces mécanismes des renvois, donc on le trouve déjà dans des dictionnaires antérieurs. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, de ce que signifient ces renvois. Beaucoup d'interprètes, si vous voulez, de l'encyclopédie, ils sont allés de leur gnose, de leur thèse, de leurs hypothèses. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir quel type de voyage peut être organisé à partir d'un article où il y a des renvois. Parce qu'il peut y avoir quelques articles où il n'y a pas de renvoi. Si vous prenez un article d'une plante extrêmement rare qu'on a découvert au Brésil, il y a très peu de chances qu'il y ait de renvoi. Mais si vous prenez un article comme l'article maladie, là, on va trouver un certain nombre de renvois. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que concernant l'article, bien évidemment, on a quelque chose d'important qui est l'auteur. L'encyclopédie va codifier les noms des auteurs à travers des lettres, O, I, A, etc., pour dire que ces lettres renvoient aux auteurs. Il peut y avoir des articles anonymes, il peut y avoir des articles écrits à plusieurs voix, où un auteur va intervenir dans un article qui est écrit par quelqu'un d'autre. Alors, juste avant de venir à l'article maladie, comme j'ai un petit peu de temps, j'ai envie d'en parler, il y a un article qui est remarquable de ce point de vue-là, c'est l'article anatomie. Donc, on est dans le premier volume de l'encyclopédie. Lettre A, et c'est Tarin, donc un anatomiste qui écrit l'article. Tout va bien, il écrit l'histoire de l'anatomie, et donc il va revenir aux auteurs de l'Antiquité, et il va nous parler d'Hérophile, des Rasistrates, puis il va venir à Galien, et puis il mentionne, parce qu'il y a toujours un côté anecdotique dans les articles, il mentionne l'idée qui est mi-légendaire, les grands spécialistes d'Hérophile le mentionnent, mais ils ne sont pas complètement... voilà, Heinrich von Stadon, qui a écrit un très beau livre sur Hérophile, justement, évoque cette histoire-là, et sans s'avancer trop pour savoir si c'était vrai ou pas, que le tyran de l'époque confiait à Hérophile des prisonniers et autorisait Hérophile à aller disséquer vivants, à faire des expériences sur eux, à faire de la vivisection, et ainsi de suite. Donc, c'est une l'idée que cet Hérophile est un personnage monstrueux, mais qui, dans l'Antiquité, je ne peux pas en parler beaucoup, mais a fait avancer beaucoup de choses en anatomie. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça pour faire avancer l'anatomie, mais il l'a fait. Et donc, Tarin raconte cette histoire, neutre, mais disant quand même un léger ton, disant que c'est peut-être pas le meilleur côté de sa vie professionnelle. Et là-dessus, on voit tout d'un coup un changement de ton en disant qu'on me permette de porter un jugement là-dessus. Pourquoi serait-il interdit d'expérimenter sur les méchants? Pourquoi les méchants ne devraient-ils pas être utiles à la société? Vaut-il mieux laisser quelqu'un attendre sa mort par condamnation ou lui donner la moindre chance de rescaper si jamais il accepte de pouvoir donner son corps à une expérimentation? Qui est l'auteur qui change de ton si brutalement? C'est Diderot, qui fait un débat de nature éthique sur la question de l'utilitarisme, en vantant l'utilitarisme, en disant si les méchants sont méchants, au moins qu'ils soient utiles. Pourquoi donc ne devrions-nous pas expérimenter sur les méchants? N'oublions pas que ça intervient dans une époque où on débat sur la petite vérole et où en Angleterre, on a commencé par expérimenter sur les condamnés à mort avant de le faire qui s'en sont bien sortis en général, avant de le faire sur d'autres personnes. Donc, la question de l'utilité est posée et on a un peu trop rapidement rangé Diderot du côté de la philosophie utilitariste. Néanmoins, il y a une vraie question sur l'utilité qui apparaît notamment en ce parcours. Alors donc, l'article maladie, chaque auteur donc, renvoie en général à ses articles. C'est-à-dire si vous avez un vitaliste qui n'est pas là, un vitaliste pour l'article maladie, mais si les auteurs renvoient en général à leurs écoles principalement,
plutôt qu'aux écoles auxquelles ils s'opposeraient. Sauf si, à un moment donné, ils vont s'opposer dans le cadre de leur article de manière politique. Donc, on a d'abord donc maladie, donc volume 9, page 929 à 938. Et puis, on a donc, voyez, un premier ordre de renvoi. Donc, comment se construit l'article maladie? Il se construit par des définitions générales de la maladie. Je n'ai pas reproduit, mais il se construit par des définitions générales de la maladie. Et puis après, on en vient à l'histoire des conceptions de la maladie, et donc à l'histoire des écoles qui ont proposé ces conceptions, ce qui nous ramène à l'Antiquité et jusqu'au XVIIIe siècle, pour notamment, parce que n'oublions pas que l'encyclopédie a quand même une mission, c'est de vanter les progrès des sciences, des arts et des métiers. C'est pas dire nous stagnons. Donc, il y a tout un intérêt à mettre en avant l'idée qu'il y a une progression de la médecine, même si, bien évidemment, on doit absolument d'abord s'agenouiller devant Hippocrate, de dire que Hippocrate est le plus grand, mais que c'est parce qu'il est le plus grand qu'on doit reprendre au pied de la lettre tout ce qu'il a dit. En quelque sorte, on a dans l'encyclopédie une déclinaison de la querelle, une déclinaison médicale d'une certaine forme de querelle entre les anciens et les modernes. Faut-il continuer à suivre les yeux fermés Hippocrate, les descendants d'Hippocrate, les Esculapes, Galien, etc., quand on travaille sur les maladies d'aujourd'hui? Quand il y a un débat sur la vérole qui apparaît, la vérole apparaît, puisque les colons sont allés la rapporter des Indes, enfin, vous connaissez l'histoire, et tout le monde s'est renvoyé la balle en disant c'est vous, c'est vous. Et certains auteurs ont voulu dire que déjà, dans l'Antiquité, on soupçonnait que la vérole pouvait exister, qu'il y avait des traces, qu'il y avait des symptômes. Et là, Jean Astruc, le grand historien de médecine, dit tout ça, ce sont des fadaises. Il n'y a jamais eu de vérole dans l'Antiquité. C'est une maladie qui est récente. Il faut accepter de l'examiner avec son tableau clinique d'aujourd'hui. Et donc, on voit que, si vous voulez, ces querelles, ces conflits, ces idées de modernité sont extrêmement présentes. Il faut donc montrer que la médecine, elle progresse, hein, évidemment, de période en période. Alors donc, du coup, dans l'ordre chronologique, enfin linéaire plutôt, de l'article, nous avons les renvois suivants. Équilibre, c'est une première ensemble de renvois. Équilibre, irritabilité, santé, donc c'est pas très étonnant, hein, tout ça. Irritabilité, parce que ça renvoie aux théories des théoriciens qui sont notamment au siècle d'avant et quelques autres qui ont commencé à théoriser l'irritabilité et la sensibilité, et dire que les maladies pouvaient être liées à des phénomènes d'irritabilité, de réaction des corps, si vous voulez, à leur environnement, par exemple. Renvoie à pathologie, renvoie aussi à étiologie, les causes des maladies, symptomatologie, à médecin, temps des maladies. Il y a un article temps des maladies qui est très important, parce que temps des maladies, c'est l'idée que les maladies chroniques observent un certain temps, ce qui va permettre de comprendre qu'elles peuvent atteindre à un certain moment des crises, et il y a des étapes, hein, il y a des périodes, comme je disais, les périodes de la maladie. Et puis on a, comme autre article, principe, intermittente, malignité, venin, peste, contact, salutaire, mortel, dangereux, terminaison, solution, crise, etc., etc. C'est un peu fastidieux si j'égrène toute la liste, mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on voit qu'on a des renvois strictement médicaux et on a des renvois qui peuvent appartenir à la logique ou à la manière de raisonner. Par exemple, principe, ce n'est pas un terme médical évidemment, fondamentalement, mais ça veut dire quels sont les principes qui nous amènent à déterminer qu'une maladie est de cette nature. Et donc, ces principes-là vont nous aider à poser des diagnostics, à poser des éléments de thérapeutique, etc., etc. Et puis, on a des termes qui ont une signification qui n'est plus du tout la même aujourd'hui, et bien entendu. Alors, moi, je dis parce qu'au départ, je me disais, tiens, c'est bizarre, comme métastase, qui est un terme très ancien, mais ça, vous le savez certainement bien mieux que moi. Aujourd'hui, quand on parle de métastase, c'est très orienté sur une certaine maladie qui était déjà, d'ailleurs, présente. Il y a une très belle description de la maladie dans l'encyclopédie qui est le cancer. Mais la métastase signifiait simplement que l'idée que la maladie se transmet dans d'autres parties du corps, quelle que soit la maladie en question. Et puis on a des renvois qui renvoient plutôt à la physiologie, comme nerveux, par exemple, nerveux, hein, les nerfs, et on a des articles qui renvoient au mental, l'aliénation, hein, par exemple, le délire, la mélancolie, la manie, la folie, parce qu'il y a tout un débat qui traverse l'encyclopédie et qui traverse la philosophie médicale et plus généralement la philosophie. L'anthropologie philosophique du XVIIIe siècle, c'est la question du rapport du physique et du moral. Est-ce que les maladies morales, mentales sont provoquées par des phénomènes physiologiques, ou est-ce que les phénomènes physiologiques sont provoqués par des préoccupations et des soucis
et un mal-être qui caractérisait le moral de l'homme. Hein. Est-ce que c'est Descartes qui a raison quand il écrit à la princesse Élisabeth en disant « Madame, si vous avez la fièvre lente, c'est parce que vous avez des soucis concernant les domestiques de votre maison », ou est-ce que c'est les philosophes plus matérialistes comme Diderot et d'autres qui vont dire « En fait, tout souci renvoie à une affection du corps, d'une partie du corps, et ainsi de suite. » Et puis, on a aussi, donc, ensuite, évidemment, des articles liés à la thérapeutique, cure, traitement, thérapeutique, ou encore à la sémiotique, signe, sémiotique, épiphénomène, etc., etc. Ce qui est très intéressant, c'est que l'article maladie est suffisamment générique pour renvoyer finalement à toutes les palettes des divisions de la médecine présentes dans l'encyclopédie. Et on a les renvois des renvois. Donc, ainsi, par exemple, on va avoir ensuite économie animale, sensibilité, inflammation, malaise, épidémie, cerveau, moelle, cervelet, Durmer, etc. C'est-à-dire que tous ces articles-là, si on continue le voyage dans l'encyclopédie, que vous êtes épidémique, vous allez voir endémique, sporadique. Si vous êtes dans l'article space, vous allez voir économie animale. Si vous êtes dans l'article délire, vous allez voir âme, cerveau, sensation. Et puis en fait, on peut faire les allers-retours en permanence, si vous voulez. Et donc, j'aurais pu faire 3 autres colonnes, mais je n'allais pas le faire, mais j'aurais pu faire 3 autres colonnes. Ces articles-là renvoient encore à d'autres articles, qui renvoient à d'autres articles, et ainsi de suite. Alors, il me reste quoi là? Il me reste 2 minutes. Alors, 7 minutes. Alors, en fait, j'ai 16. Alors, voilà. Oui, je peux terminer avant. Je vais faire juste en termes allusifs. En termes allusifs, j'ai fait, mais si je peux, je le reproduirai dans le cadre de l'article, un coup d'œil sur l'article dysenterie, parce que ce qui est très intéressant, c'est que l'article dysenterie permet, si vous voulez, de dresser un état des lieux de l'épidémie de dysenterie, qui est en fait une épidémie récurrente, hein, qui intervient à différentes saisons, et particulièrement en hiver, mais pas seulement, qui peut générer la mort assez souvent. Et donc cet article va convoquer différents auteurs, remonter jusqu'à Seltz et Galien, si vous voulez, mais avec un auteur principal qui va être Sydenham, un médecin anglais donc, du XVIIe siècle, qui a été un médecin extrêmement important et qui constitue une source de référence très importante pour l'encyclopédie, où Sydenham avait écrit justement un texte sur la dysenterie qui a fait qui a été une grande référence et qui va être en partie repris dans l'article dysenterie. Et quel est l'intérêt de ce coup d'œil, si vous voulez, sur l'article dysenterie? C'est que j'en ai profité pour établir un état des lieux des connaissances de la dysenterie à partir de cet article, comment on concevait une histoire de la maladie et des pratiques médicales avec les critiques qui sont liées à ça depuis les temps les plus reculés sur cette maladie. Ensuite, ça nous donne aussi les références principales comme Sydenham. Et puis, cet article est en partie un copier-coller de l'article dysenterie du dictionnaire universel de médecine de Robert James. Donc, il y a beaucoup de passages qui sont repris, mais avec une certaine actualisation. Et c'est pas étonnant que le dictionnaire Robert James fasse état de Sydenham de manière accentuée, bien que Sydenham se fût fâché avec beaucoup de médecins anglais de son temps. Et puis, aussi, ça donne des indications sur les thérapeutiques. Est-ce que, par exemple, ça vaut la peine d'utiliser le quinquina pour la dysenterie? Quelles sont les thérapeutiques utilisées? Et donc, finalement, les articles aussi peuvent faire office d'une certaine forme d'ordonnance, si vous voulez, même si ce n'est pas des petits dictionnaires portatifs de santé, mais peuvent faire office d'une petite ordonnance où on va voir la curation et qu'est-ce qu'il faut trouver comme remède pour venir à bout de ces mots endémiques. C'est pour ça qu'à la fin, alors juste à la fin, en dernière page, j'ai fait un petit tableau, si vous voulez, des différents éléments communs et distingués entre le dictionnaire universel de médecine, que j'ai appelé DUM, et l'encyclopédie, hein, concernant ces articles. Dans le DUM, nous avons dysenteria, et dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dysenterie, hein, qui s'écrivait avec 2 S à l'époque. Voilà, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de la dysenterie, hein, par ailleurs, mais voilà, c'est très intéressant de prendre une maladie et de voir sur cette maladie l'état des connaissances, comment il est synthétisé à travers l'article en question. Alors, en guise de conclusion, je retiendrai 6 mots clés pour dresser un état des connaissances médicales au XVIIIe siècle. Le premier mot-clé que je choisirais, c'est analogie, c'est-à-dire notamment la part des autres sciences, notamment la botanique, dans le développement des connaissances des maladies, dans la thérapeutique, la préparation des remèdes.
Donc, très important. Et il y a aussi une autre dimension dans laquelle la botanique joue un rôle extrêmement important au XVIIIe siècle, qu'on va retrouver dans l'article nosologie, notamment dans l'encyclopédie, mais aussi dans d'autres articles, c'est les systèmes de classification. C'est-à-dire que les premiers systèmes de classification vont prendre pour modèle Linné et les botanistes pour classer les maladies. Et voilà. Donc, voilà. Là aussi, j'avais travaillé un peu sur les classifications, parce que c'est un élément assez intéressant, une notion assez intéressante. Le deuxième mot-clé, c'est circulation, parce que l'encyclopédie s'inscrit dans et catalyse elle-même une véritable circulation des savoirs entre les époques, tradition et modernité, mais aussi entre les pays. Il y a de l'Europe dans l'encyclopédie. Les auteurs évoqués ne sont pas que français, on a des auteurs, donc Sydenham, auteur anglais, on a des auteurs allemands, on a des auteurs italiens, donc on a des auteurs suédois, donc on a quand même, ça voyage beaucoup, parce que très souvent, les motifs de discussion sur les notions des articles traversent l'Europe et les écoles d'Europe, et pas seulement la France. Troisième mot-clé, expérience, bien sûr, qui est un mot extrêmement fort, extrêmement riche, saisir les faits tels qu'ils se présentent, l'habilité à repérer les signes et à soigner, mais aussi peut-être qui verse dans une nouvelle acception de l'expérience, qui va être l'expérimentation, qui commence à prendre forme et qu'on va retrouver dans certains articles de l'encyclopédie. Quatrième mot-clé, histoire, prendre en compte donc l'histoire des maladies et des malades, mais aussi celle des pratiques et des approches des anciens médecins. Et puis, cinquième mot-clé, institution, c'est-à-dire le souci, la préoccupation montante d'une reconnaissance juridique et politique de la médecine au sein de la cité. Les médecins sont attachés à ce que, d'abord, ils veulent qu'on les distingue absolument de charlatans. L'édit de Marly, donc c'est sous Louis XIV, si je me souviens bien, et on va retrouver ça dans les textes officiels du XIXe siècle. Le médecin jure de ne rien avoir à faire avec les charlatans, voire de faire la chasse aux charlatans. Et bon, bien qu'ils puissent se traiter de charlatans les uns les autres de temps en temps par ailleurs, mais l'idée d'un désir de reconnaissance institutionnelle de la médecine et scientifique de la médecine, loin de la caricature de Molière, qui lui-même d'ailleurs avait une certaine culture médicale, quoi qu'on en dise. Et puis le dernier mot-clé, c'est anthropologie, c'est-à-dire l'étude des caractères physiques et moraux de l'homme, mais aussi chercher à élever la condition de l'homme par l'instruction et par la médecine. Donc le parcours de la littérature médicale au sein de l'encyclopédie apparaît tel une littérature prolixe, souvent hétéroclite, mais avec des réseaux de cohérence, par auteur, par école, par thématique. Cela n'autorise pas cependant, à mon avis, à parler d'une encyclopédie médicale au sein de l'encyclopédie. Ce serait peut-être un peu trop poussé, mais plutôt d'un état des lieux extrêmement précieux de la médecine contemporaine de cette période, ainsi que de son histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était une intervention tout à fait passionnante. Et nous avons le temps de quelques questions. Chez Hutin. Pour une publication qui s'est passée sur plus de 20 ans, comment il a organisé les choses? C'est-à-dire d'emblée, il y avait ses auteurs, en disant à chaque auteur, tu partais l'article, sinon comment ils ont pu faire des renvois comme ça sur un livre qui allait paraître dans 20 ans? Oui, tout à fait. Alors, tous les 3 ans. Oui, non, mais justement. Oui, et puis les auteurs sont venus au fur et à mesure, ils ne sont pas tous venus d'un coup. Par exemple, Jaucourt, il est arrivé au bout du 3e volume, et il y a eu des réactualisations de l'encyclopédie. Il y a eu plusieurs éditions qui ont eu lieu, notamment, par exemple, il y a l'édition qui comprend le frontispice. On est en 1770, il y a des éditions antérieures, et on en a jusqu'en 1771-72, je crois. Et donc, du coup, ça permet une réécriture justement des articles. Et par ailleurs, je n'ai pas mentionné qu'il y avait l'encyclopédie méthodique qui va suivre après, mais dans laquelle Diderot, lui, ne participera pas. Et puis les auteurs s'entourent eux-mêmes. On disait dans l'époque, mais c'est un terme, on parlait des nègres, vous savez, des auteurs qui écrivaient pour les autres. Jaucourt avait un vrai cabinet, il n'aurait pas pu écrire 17 000 articles à lui tout seul. On dit qu'il a vendu sa maison pour pouvoir payer les sous-auteurs, etc. Et puis il y a eu aussi des périodes de coupure avec des périodes de censure de l'encyclopédie. Alors je ne vais pas du tout parler de la censure, je peux juste en dire un tout petit mot, parce que c'est une histoire intéressante. Alors, ça touchait pas spécifiquement les ouvrages de médecine, mais les médecins étaient souvent quand même du côté, ils n'étaient pas athées, mais
n'était pas tout le temps dans la référence théologique dans les écrits de médecine. C'était quand même et souvent les points de contestation et les points de transgression étaient dans des articles apparemment anodins, dans lesquels on s'attendait pas à avoir une critique de la censure ou une critique des préjugés. Voilà, par exemple, il y a un article fascinant, c'est l'article Agnus Citis, l'agneau de Cite, qui est écrit par Diderot. Donc, c'est une plante qui a la forme d'un agneau, donc elle est bonne pour soigner les agneaux et les fièvres des agneaux. Et du coup, on en a tiré l'idée que si c'est bon pour soigner les fièvres des agneaux, c'est bon pour soigner les maladies des hommes. Et Diderot raconte ça, il raconte que c'est un mythe. Il part de cette histoire-là pour dire c'est encore une fois un ensemble de préjugés. Il est temps de s'attaquer aux préjugés au XVIIIe siècle. Et donc, il va monter en puissance, une critique frontale des préjugés va monter en puissance à partir simplement d'un article qui porte sur une plante. Alors que s'il avait écrit ça sur un article comme religion, enfin s'il avait écrit ça sur religion, là, ce ne serait pas passé. Alors, je ne réponds pas complètement à votre question en disant ça, mais voilà, il y a des relectures. Et puis, en plus, Diderot est devenu, au bout d'un certain temps, le seul directeur, parce que d'Alembert est parti au bout de quelques années de l'encyclopédie, d'où la présence extrêmement importante de Jaucourt, qui a réécrit un certain nombre d'articles, qui a fini un certain nombre d'articles. C'est Diderot qui répartissait en disant, toi, tu vas traiter ça, ou c'est chaque auteur qui dit, moi, je veux bien faire ça? Alors, je pense que Diderot n'a pas tout réparti. Il n'a pas tout réparti. Il a réparti certains articles, mais je pense, par exemple, que pour le volet médical, il pouvait se montrer aussi des articles. Et que Jaucourt avait un rôle d'organisateur très important. En plus, ça se passait de façon épistolaire et non pas par un. Oui. Oui, il y a quelqu'un. Oui, je crois que Jacques Batin avait demandé la parole avant moi. Mais enfin, On va passer après, de toute façon, allez-y, puisqu'on est. Alors, oui, donc, en tant que Montpelliérain, donc, je suis bien sûr très, très sensible à tout ce que vous avez dit sur le vitalisme notamment, qui a été effectivement la doctrine médicale dominante et aussi avec des liens très étroits avec l'encyclopédie. Quand on dit le vitalisme, en fait, c'est plutôt les vitalismes, parce que le vitalisme de Bordeaux, qui est finalement celui qui est le plus proche de Diderot, de d'Alembert, et pas tout à fait celui de Barthès, qui lui est beaucoup plus, je dirais, indéterminé. Mais c'est vrai que l'histoire du vitalisme à cette époque-là est très importante. Et vous avez bien insisté, je crois que c'est très important, sur ce qu'est l'expérience. Oui, bien sûr, l'expérience dans l'encyclopédie, et notamment dans la médecine encyclopédique, c'est très important, mais ça n'est pas l'expérimentation. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on réfléchit donc à cette période. Et puis bien sûr la place de la botanique est, je pense, très importante, et cette assimilation, cette nosologie finalement qui découle des classifications botaniques très à la mode à l'époque, avec notamment au Montpellier, Boissier de Sauvage, qui était un correspondant de Linné, et je vous remercie donc beaucoup d'avoir. Je voulais simplement qu'apporter ces quelques réflexions en appui de ce que vous avez dit et qui était très très intéressant. Merci beaucoup.